Tito's Handmade Vodka is America's favorite vodka for a reason. From the first legal distillery in Texas, Tito's is 6 times distilled till it's just right. And naturally gluten-free, making it a high-quality spirit that mixes with just about anything. From the smoothest martinis to the best Bloody Marys. Tito's is known for giving back, teaming up with nonprofits to serve its communities and do good for dogs. Make your next cocktail with Tito's. Distilled and bottled by 5th Generation Inc., Austin, Texas. 40% alcohol by volume. Savor responsibly. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue pour la dernière course de la saison, le Tour du Guangxi. Une course par étapes, 6 étapes pour conclure cette année cyclisme pour le peloton. Ce n'est pas la plus prestigieuse évidemment des courses par étapes de l'année du calendrier, mais ça n'en reste pas moins une course pour le Tour et donc un titre quand même assez important à aller chercher. Ce n'est que la 6e édition du Tour de Guangxi. Il faut dire qu'il y a 3 éditions qui ont été annulées là, pendant le Covid. Les anciens vainqueurs, Tim Wellens a été le premier vainqueur en 2017, Gianni Moscon en 2018, Enric Mas en 2019, puis Milan Vader en 2023 et Lennart Van Etvelt l'an passé, tenant du titre, qui n'est pas là pour défendre son titre, Lennart Van Etvelt. Et le Tour du Guangxi, c'est plutôt un tour quand même pour sprinteurs. Il y a en gros 5 étapes qui peuvent se terminer au sprint si les sprinteurs sont capables de passer les petites bosses qu'il y a en cours d'étape. Et puis il y a une seule étape vraiment difficile, une seule arrivée au sommet. Et c'est là où en général se joue le classement général. C'est lors de la 5e étape, avec une dernière ascension très difficile et le dernier kilomètre qui est environ 15% de moyenne. Donc voilà, c'est là où se font les écarts. Sinon, toutes les arrivées se vont sur du plat avec toujours des petites ascensions quelques kilomètres avant l'arrivée. Aujourd'hui, première étape, c'est probablement la plus facile. Il y a vraiment très peu d'ascensions. D'ailleurs, il n'y a aucun point de la montagne qui sera distribué aujourd'hui. Il y a un petit kilomètre à 6% à franchir à 4 reprises parce qu'on va faire une boucle aujourd'hui autour de la ville de Fangchenggang. Mais voilà, ça ne devrait pas être une difficulté pour les nombreux sprinteurs qui sont là. Il y a beaucoup de favoris pour aujourd'hui et pour toutes les autres étapes du sprint. Et le premier des favoris, il est peut-être bien français, c'est Paul Magnier. Lui qui est en grande forme, il a remporté 14 victoires cette saison et surtout, il ne fait que gagner là depuis un mois quasiment. Et donc, il est probablement le favori du jour, le français de la Soudal Quick-Step. Bon, on a aussi des coureurs comme Jordi Meus pour la Red Bull Bora Hansgrohe, Pavel Bittner et Casper Van Hunden pour la Picnic PostNL, Max Kanter pour l'Astana, Phil Baos pour la Bahrain Victorieuse, Marijn van den Berg pour l'IF, Paul Pennoet pour la Groupama FDJ ou encore Stanislav Aniolkowski pour la Cofidis, Fernando Gaviria pour la Movistar, pourquoi pas encore Max Walscheid pour la Jayco Alula, Oded Kodut pour Premier Tech ou encore Rui Oliveira aussi pour la Team Emirates. On a aussi Arne Marit pour l'Intermarché Venti ou Luca Mozzato pour la Kia BNB Hotel. Bref, beaucoup de sprinteurs. Mais il y a aussi quand même des bons coureurs de classement général qui, eux, se disputeront essentiellement la 5e étape ou peut-être les bonifications qu'il y aura à prendre dans les autres étapes, avec notamment la Lidl Trek qui est venue avec une bonne équipe et avec Matthias Kjelmose en tête qui se pose comme le grand favori. Il aura Bauke Mollema ou même un ancien vainqueur de Giro, Tao Geoghegan-Hart, qui sera là pour l'épauler. On a Pello Bilbao pour la Bahrain Victorieuse, on a Emmanuel Buchmann pour la Cofidis, Aurélien Paré-Peintre pour la Decathlon, on a Sianovic de Brooks et Attila Walter pour la Visma Lease Bike et Jonathan Narvaez pour la Team Emirates. Attention à cette Team Emirates qui enchaîne les succès. Jonathan Narvaez, c'était lui qui avait remporté la toute première course de la saison, le Tour Down Under. Est-ce qu'il conclura la saison en remportant le Tour de Guangxi? On verra ça, c'est en tout cas des grands favoris pour le classement général, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui, donc, puisqu'aujourd'hui, c'est du plat, 150 km essentiellement plat, qui devrait correspondre à un sprinter. C'est parti. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et le kilomètre zéro de cette première étape, de cette 12e et dernière course par étape pour le Tour de la saison. Et immédiatement, des attaques. On commence immédiatement sur les chapeaux de roue avec un coureur de l'Arkia BNB Hotel. Là, c'est Ewen Kosciu qui est le premier à attaquer. Il est immédiatement suivi par Frank Vandenbroek pour la Picnic PostNL. Il y a aussi Rui Oliveira qui est aussi là, déjà pour la Team Emirates, qui tente d'aller à l'avant. C'est des coureurs qui pourraient peut-être avoir des petites ambitions au classement général. Alors, il y a des bonifs à aller chercher au cours de cette étape. Il y a 2 fois 3, 2 et 1 seconde à aller prendre lorsqu'on passera sur la ligne d'arrivée, que l'on va passer à 4 reprises. Et donc, le premier de ces bonifs, c'est dans 35 km. Et c'est peut-être ce que disent Kosciu et compagnie, là, en tentant de sortir dès le kilomètre 0 pour aller chercher
des secondes un peu gratuitement, parce que c'est vrai que comme il n'y a pas beaucoup de moments à part la 5e étape pour faire de différence, ça peut se jouer à quelques secondes en général, le Tour du Guangxi. Et donc Kostyu, Vandenbroek, Oliveira tentent d'y aller, mais ça suit un petit peu derrière. Hein. C'est pas fait du tout, ils sont pas sortis comme ça. Et ça n'a pas marché là pour le trio qui a tenté de partir dès le départ, dès le kilomètre 0. Mais il y a un autre trio qui, lui, est à son tour sorti et qui a fait un plus gros écart. On y retrouve encore des Français avec Aurélien Paré-Peintre pour la Décathlon G2R. Alors ça aussi, c'est un coureur plutôt du classement général, tout comme Rémi Rochas pour la Groupama FDJ. Rémi Rochas, il avait fait 2e il y a 2 ans. Il avait failli mettre fin à la malédiction là, des Français sur les courses par étapes pour le Tour en s'imposant, mais il avait perdu pour quelques secondes face à Milad Vader. Il est là aussi à l'avant. Il se dit justement, c'est peut-être pour ça qu'il allait essayer d'aller prendre des secondes bonif. Il se rappelle qu'il avait perdu pour une poignée de secondes il y a 2 ans. Et puis il y a Julius Johansen, encore un coureur de la Team Emirates qui les accompagne, le Danois. Voilà 3 coureurs qui ont fait un petit écart sur le peloton où on a vu quand même pas mal de mouvements, hein, beaucoup de coureurs motivés pour tenter d'aller dans l'échappée malgré l'armada d'équipes qui ont un sprinter dans leur rang. Je ne m'attendais pas forcément à ça, mais on a bel et bien une échappée là avec Paré-Peintre, avec Rochas et avec Johansen. Je ne pensais pas que des coureurs de ce calibre seraient à l'avant. Je m'attendais plus peut-être aux coureurs de l'équipe nationale chinoise qui est invitée. On y retrouve donc que des coureurs de ce pays de Chine. On notera qu'il y a une équipe pour le Tour qui n'est pas là. On a seulement 17 des 18 équipes pour le Tour qui sont là. Alors normalement, toutes les courses World Tour, les équipes World Tour sont obligées de venir, sauf le Tour du Guangxi et sauf aussi l'UAE Tour, où on a le droit de faire l'impasse, plus aussi quelques-unes des classiques d'un jour les moins prestigieuses. Et bien aujourd'hui, c'est l'Alpecin de Koenig qui a décidé de ne pas venir, donc qui n'est pas là sur ce Tour du Guangxi. Par contre, on a aussi 2 équipes de niveau Pro Tour, avec la Lotto et Première Tech, en plus de l'équipe nationale chinoise. Mais ce ne sont pas des coureurs de ces équipes-là, ce sont bien des coureurs plutôt de classement général qui sont partis, à l'exception peut-être de Julius Johansen, qui lui est vraiment plus un baroudeur, coureur d'échappée. Et derrière, dans le peloton, ce sont les équipes de 2 sprinteurs qui roulent, la Red Bull Bora Hansgrohe de Jordi Meeus et la Soudal Quick-Step de Paul Madier, qui maintiennent un écart minime. Il y a à peu près une petite minute là, entre les 3 hommes de tête et le peloton. Et les 3 hommes de tête qui ne devraient pas tarder à arriver au premier sprint intermédiaire. Ils vont se disputer donc 3, 2 et 1 seconde. 115 km de l'arrivée et on arrive à ce premier sprint. Et les secondes à aller chercher, 3 pour le premier, 2 pour le second, 1 pour le troisième. Et on se le dispute évidemment, ça pourrait avoir son importance au final. Et c'est Aurélien Paré-Peintre qui va gagner ce sprint. Aurélien Paré-Peintre qui passe devant Julius Johansen et Rémi Rochas, forcément plus petit gabarit, même gabarit minime. Le grimpeur de la FDJ qui ne peut prendre qu'une seconde. Et donc le bénéfice est assez minime pour lui. Par contre, les 3 secondes pour Aurélien Paré-Peintre, c'est pas mal. Et derrière là, il se relève. Hein. Il se relève directement, c'était bien ça. Ils étaient vraiment là, juste pour ces secondes-là. Le prochain sprint intermédiaire, il est dans longtemps, il est dans 85 km. Et donc, ils n'ont pas forcément envie de se taper 85 km comme ça, en échappée, se fatiguer pour rien. Comme celui-là, il était plutôt près du départ, ils sont allés le chercher. Mais là, ça se relève et Julius Johansen, il se relève un petit peu aussi parce qu'il n'a pas envie de continuer tout seul. Ce sont plutôt Paré-Peintre et Rochas qui se sont immédiatement relevés, mais Johansen va suivre. Et ils vont attendre tranquillement le peloton. Hein. Et du coup, il y a de nouvelles attaques dans le peloton. Et là, c'est probablement plus des coureurs qui veulent vraiment prendre l'échappée pour l'échappée, alors que Aurélien Paré-Peintre et Rémi Rochas ont été repris. Julius Johansen lui a un petit peu insisté. Mais il y a plusieurs attaques là. Un groupe de 3 coureurs qui est sorti, puis un groupe de 6. Et ça file à vive allure. Et il y a même une cassure dans le peloton là. Il y a une cassure. Environ 50 coureurs dans la première partie du peloton. Et le reste des coureurs dans la deuxième, tout simplement. Parce qu'on ne veut pas laisser partir une trop grande échappée. Du coup, ça roulait fort et ça a cassé dans le peloton. Et il y a beaucoup de coureurs qui se sont fait avoir. On voit la Soudal Quick-Step rouler dans la seconde partie du peloton. Ça veut dire que le Paul Magnier y est très probablement piégé. Et pendant ce temps, devant, il y a toujours des coureurs qui tentent d'attaquer avec la Niklas Behrens, notamment, que l'on voit pour la Visma Lease Bike, qui lui est parti en contre-attaque derrière les autres coureurs qui sont un petit peu plus devant. Mais c'est très décousu, ça va très vite. Et la possibilité que tout se regroupe est assez forte parce que pour l'instant les écarts sont minimes entre tous ces groupes là. Finalement ils sont que 2. Ils sont que 2 coureurs à avoir réussi à sortir. C'était probablement les ambitions du peloton. C'est pour ça que ça roulait fort, pour éviter que trop de coureurs sortent. Et là il n'y a que Mathis Lebert pour l'Arkea BNB Hotel, dont c'est peut-être tout simplement la dernière course professionnelle pour l'Arkea BNB Hotel, qui devrait disparaître à la fin de l'année. Et il est accompagné par Attila Walter, coureur de la Visma Lease Bike. Walter lui aussi c'est plus un coureur que j'aurais
mis pour le classement général. Ils sont tous les deux devant là. Le peloton, lui, s'est regroupé. La cassure a été bouchée. Et on a donc 2 coureurs qui sont sortis. Niklas Behrens qui était parti en contre. Julius Johansen qui était à l'avant aussi était repris. On a donc plus que Mathis Lebert et Attila Valter qui ont fait la différence et qui vont essayer de creuser l'écart parce que là, le peloton va probablement ralentir l'allure, calmer le jeu. Ils seront très satisfaits de ne voir que 2 coureurs à l'avant. L'écart pour les 2 hommes de tête qui n'a jamais été très important. Là, on est à 60 km de l'arrivée et il y a 1 minute et 35 secondes d'avance pour Mathis Lebert et Attila Valter qui semblent partis pour une mission bien compliquée parce que derrière, il y a beaucoup d'équipes qui roulent. On a vu donc la Soudal Quick-Step et la Red Bull, mais il y a aussi la Picnic Postenel de Pavel Bittner, la Cofidis de Stanislav Agnieszkowski qui roule aussi, la Cofidis qui joue très gros sur ce Tour du Guangxi. Ils doivent tenter de prendre le maximum de points possible pour doubler une OX qui n'est pas sur ce Tour du Guangxi pour tenter de sauver leur place au niveau World Tour et ça va être compliqué. Et donc forcément, beaucoup d'équipes avec un sprinter qui roule contre 2 hommes à l'avant, ça paraît très compliqué. On a le temps quand même de faire des petits focus, tiens voilà, des étapes de plat. Je trouve que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait des petites étapes de plat où il ne se passe pas grand chose. Et on a donc le temps de présenter un des coureurs. Alors on va faire plutôt Attila Valter parce que Mathis Lebert, il ne compte aucune victoire dans sa carrière, le jeune français de 24 ans. Alors que Valter, lui, il en compte 7. Alors la plupart, il les a remportés sur le championnat national de Hongrie. Et celles qu'il n'a pas remportées sur le championnat national de Hongrie, il les a remportées sur le Tour de Hongrie, qui n'est pas la même chose, mais voilà. Il a remporté 2 fois le contre-la-montre des championnats de Hongrie en 2019 et en 2023 et 3 fois la course en ligne en 2022, en 2023 et en 2024. Mais il ne s'y est pas imposé cette année. Et puis sinon, il compte aussi 2 victoires. Donc sur le Tour de Hongrie, en 2020, il remportait une étape ainsi que le classement général. Pour Valter, 27 ans, ancien coureur de la Groupama FDJ. On se rappelle, il y était en 2021-2022 du côté de la Groupama avant de rejoindre la Visma Leasebike qui s'appelait alors la Jumbo Visma en 2023. Et puis l'an prochain, il quittera cette équipe de la Visma Leasebike pour la Bahrain Victorious où il a signé un contrat de 3 ans. Donc ce sera une nouvelle équipe pour le Hongrois qui va tenter de faire mieux quand même parce que cette année, on l'a pas trop vu. Il était sur Tirreno Adriatico, sur le Tour du Pays Basque, le Tour de Norvège, le Critérium du Dauphiné, le Tour de Pologne, le Redewi Tour. Et j'ai beau regarder, il n'a jamais fait même le moindre top 20 sur une étape de ces courses World Tour. Il n'y a que sur le Tour de Norvège qui n'est pas une course World Tour, par contre, qu'il a réussi à faire un top 20. Enfin bon, il a fait 16e d'une étape et 14e du classement général. Donc vraiment, pas de quoi casser 3 pattes à un canard pour un Attila Valter en perte de vitesse et qui va tenter déjà de se montrer sur le Tour du Guangxi et puis surtout espère vivre de meilleures saisons l'an prochain du côté de la Bahrain Victorieuse. En tout cas aujourd'hui pour une victoire d'étape ou même un top 20 ça paraît très compliqué parce que cette échappée avec Mathis Lebert semble condamné à être repris avant la fin. Et puis Attila Valter sur les grands tours, on l'a vu plusieurs fois quand même, il a fait 6 fois un grand tour, 4 fois le Giro et 2 fois la Vuelta. Et il a quand même terminé 14e par exemple du classement général du Giro en 2021. Il est cherché une 4e place sur une étape du Giro en 2022. Donc voilà, il a quand même des bons résultats. Attila Valter qui a aussi participé à 10 monuments dans sa carrière, 2 fois Milan-San Remo, 3 fois Liège-Bastogne-Liège et 5 fois le Tour de Lombardie. Avec une 12e place sur le Tour de Lombardie en 2021 comme meilleur résultat. Voilà, c'était ses bonnes années là, 2020, 2021, 2022. Et puis depuis, c'est un peu plus compliqué. Depuis qu'il a quitté la Groupama FDJ d'ailleurs, il est un petit peu dans le dur. Et on verra si ça ira mieux l'an prochain. 39 km de l'arrivée. On va arriver au 2e sprint intermédiaire. Les 2 hommes de tête qui n'ont plus beaucoup d'avance sur le peloton. On sent qu'ils jouent vraiment là plus que pour ce sprint intermédiaire. Ils ont encore une trentaine de secondes. Donc ça va aller. Ils vont pouvoir se partager les 2 secondes. Par contre, la petite seconde qui restera sera pour le peloton. Donc ça va être intéressant de voir qui va aller aussi la chercher dans le peloton. Probablement des coureurs intéressés. Pour l'instant, on a Attila Valter qui mène avec Mathis Lebert dans sa roue. Alors vraiment, il roule là comme si on était à l'arrivée. Un petit peu comme des pistards. Avant de ça, il y a 2 lancers avec Valter qui lance. Mathis Lebert qui pour l'instant reste dans sa roue. Et c'est encore une fois très disputé. Comme la première fois là, avec Paré-Pinte, Johansen et Rochas. C'est de nouveau très disputé. Mais c'est encore une fois, c'est Mathis Lebert. C'est Mathis Lebert qui va doubler Attila Valter sur la ligne et prendre 3 secondes. Et derrière le peloton avec Jonathan Narvaez qui fait l'effort. Il a Paré-Pinte, Skelmose qui se mène, mais il n'y a personne qui a pu battre Jonathan Narvaez. Et c'est Narvaez qui va prendre une petite seconde. Voilà. Là, on sent que ça va se jouer à rien, ce Tour du Guangxi. Et ce genre de secondes sur les sprints intermédiaires, ça peut valoir beaucoup à la fin. Le peloton qui passe vraiment pas très loin des 2 hommes de tête qui vont bientôt être repris. Et c'est Narvaez qui prend 1 seconde. Lebert en a pris 3.
et Walter 2. Ils se seront pas totalement relevés, hein. Mathis Lebert et Attila Walter, ils ont un petit peu insisté. Mais bon, ils avaient que 32 secondes d'avance, ça pouvait pas aller bien loin. Et là, ils sont repris à 22 km de l'arrivée. Ça y est, le peloton est entier, groupé, mené par des coureurs de la Red Bull Bora-Hansgrohe. On voit aussi des coureurs de la Movistar, de Fernando Gaviria bien placés. Ça va être une guerre de placement là pendant une dizaine de kilomètres avant d'aller tout simplement vers le sprint massif qui était attendu. 5 km de l'arrivée et le rythme est étonnamment pas complètement soutenu. On sent que les trains des sprinteurs ne veulent pas se livrer trop tôt. On a quand même des équipes bien représentées à l'avant, avec la Picnic Postenel de Pavel Bittner. On voit la Stana là, de Max Kanter, l'Ineos Grenadier, probablement pour Kim Hajduk, l'Allemand. On a l'IF de Marine Vandenberg, la Groupama FDJ de Paul Penhoet. Il faut dire que là, on est sur une 5 voies, donc il y a largement de la place pour tout le monde, pour montrer son train. C'est une question de timing, là, ne pas être trop rapidement à l'avant, ne pas trop se livrer. La Soudal Quick-Step de Paul Magnier. Et tout à gauche, en compagnie de la première tech d'Odef Kogut. Tout à droite, on voit plutôt la Lotto. Qui va sprinter du côté de la Lotto d'ailleurs? Certainement le Britannique Joshua Giddings. Ou peut-être aussi Stephen De Schuytner, le Belge. Voilà, des coureurs qui savent sprinter. Et là, ça y est, un coureur qui prend les choses en main pour prendre la tête de ce peloton, accélérer un petit peu le rythme. C'est un coureur de la Jayco Alula, où on a Max Walscheid comme sprinter. La Team Emirates, c'est intéressant. Est-ce qu'ils vont tenter de faire sprinter aussi Jonathan Narvaez pour aller chercher aussi des bonifs, hein, c'est possible. Narvaez, il a quand même c'est pas un pur sprinter, mais il est bon. Sinon, ils ont Rui Oliveira, la Bora-Hansgrohe qui se retrouve un petit peu trop exposé pour Jordi Meeus qui tente de retrouver de la couverture. Et le but, c'est de rester caché un petit peu dans le peloton, pas trop loin de la tête de la course, mais ne pas s'épuiser. Et c'est pas facile, hein. Quand il y a autant de place, une route si large, ça peut être aussi ça peut être piégeux, tout simplement. Là, on a deux équipes françaises, hein. La Decathlon AG2R qui va peut-être faire sprinter Pierre Gauthera, et puis la Groupama FDJ de Paul Penhoet qui sont aux avant-postes, mais pas vraiment en train. Là, c'est un petit peu des équipiers qui suivent d'autres équipiers. On est à 2 km de l'arrivée désormais. La Picnic Postenel qui remonte Pavel Bittner. Mais d'un seul coup, tous les trains ont un petit peu disparu. C'est beaucoup plus mélangé. Pavel Bittner, il a juste un équipier devant lui. C'est trop tôt, on est encore à 1,5 km. Pourtant, ils prennent la tête de ce peloton pour l'instant. Oh, et d'un seul coup, la Jayco Alula qui tente un coup en passant complètement de l'autre côté de la route, tout à gauche, pour lancer Max Walscheid. Et tout le peloton a décidé de suivre la Jayco Alula. Ils étaient tout seuls à aller à gauche et tout le monde est allé à gauche finalement. Allez, la Soudal Quick-Step qui l'a sous. Attention, la chute! Oh, la chute là, juste en... Oh là là, il y a au moins 25 coureurs qui sont tombés. Et alors, du coup, il y a plus grand monde qui va participer aux sprints. Il y a 15 coureurs qui vont participer au sprint parce que tous ceux qui ne sont pas tombés ont été ralentis. Ah, c'est un coureur qui est tombé. Je me demande si c'est pas Narvaez pour la Team Emirates qui est tombé. Allez, le sprint qui va se dérouler. Et Paul Magnier qui est dans le bon coup et qui va aller s'imposer puisqu'il est là. Ouais, il est pas loin d'être doublé par Max Kanter. Mais Paul Magnier, il était dans le bon coup, il était bien placé. Et il va aller chercher la victoire. Malgré cette énorme chute qui a bien sûr tout déstabilisé, a éliminé plein de sprinteurs qui probablement étaient là, bien placés parce que c'est en gros autour de la 10-15e position que c'est tombé. Et là, Paul Magnier, il était devant. Et ensuite, il a réglé les quelques survivants qui ont évité la chute. Et tous les autres, tout le principal du peloton, lui, était ralenti derrière. Et Paul Magnier, en pleine forme, qui vient donc aller chercher la victoire. Mais l'autre intérêt, c'est de savoir un petit peu, dans toutes ces chutes, s'il y a du dégât. Ouais, j'ai un coureur de la Team Emirates qui est vraiment en difficulté. C'est Rui Oliveira. C'est peut-être lui qui est tombé le premier. C'était un coureur de la Team Emirates, mais j'ai pas bien vu qui. On a Phil Baos qui a été pris dans cette chute. Je vois pas mal de coureurs de la Groupama FDJ, de l'Arkea BNB Hotel, de la Lotto. Allez, on va revoir ce ralenti avec la chute de Rui Oliveira, ouais, qui touche la roue de son partenaire devant lui. Alors derrière, c'est le domino, ça s'étale sur 4 des 5 voies de cette ligne. C'est assez impressionnant. Et derrière, le sprint avec Magnier qui n'est pas forcément très bien placé. Il suit l'effort de Jordi Meeus qui était encore là et qui ensuite il suit tout droit. Il fait tout droit alors que les autres tentent plutôt de suivre la rambarde et du coup font quelques mètres de trop. Lui suit les 2 lignes jaunes là du milieu de la route et ne se relâche pas. Et derrière, c'est, je pense bien, Max Kanter pour Astana qui est quand même pas loin de le doubler. Il a levé les bras un tout petit peu peut-être trop tôt, mais c'était bon. Ça va être Jordi Meeus qui vient prendre la 3e place. On avait Gaviria pour la Movistar qui était là, Itamar Einhorn pour la première tech, qui vont peut-être faire 4 et 5. Donc il y avait encore quand même des sprinteurs, tous n'ont pas été éliminés par la chute. Mais chute ou non chute, c'était le grand favori du jour, Paul Magnier, qui vient s'imposer. Peut-être pas forcément la dernière de la semaine pour lui. Pour ceux qui n'ont pas suivi là, les mois de septembre et d'octobre de Paul Magnier, c'est vraiment impressionnant. Il a remporté 10 des 13 courses auxquelles il a participé.
C'est assez incroyable. Il a d'abord remporté le Grand Prix de Fourmies en France, puis il a remporté 4 des 5 étapes du Tour de Slovaquie, à l'exception de l'étape la plus montagneuse. Il a remporté ensuite 4 des 6 étapes du Tour de Croatie de la Corrace, à l'exception de l'étape la plus montagneuse et du sprint final qu'il a terminé seulement, entre guillemets seulement, en 2e position. Et puis donc, cette première étape inaugurale du Tour du Guangxi, il est en super forme. Et là, on tient vraiment un sacré sprinter. Côté français, le successeur d'Arnaud Démare, qui lui a pris sa retraite au cours de ce mois d'octobre. Et ben voilà, le successeur on le tient. Il a déjà 20 victoires dans sa carrière, Paul Magnier, donc 15 cette saison. Et on va voir s'il va faire une nouvelle razzia sur ce Tour du Guangxi. Il y a vraiment 5 des 6 étapes qu'il peut aller chercher. Aujourd'hui, il s'impose donc devant Max Kanter, l'Allemand, et Jordi Meeus, le Belge. C'est Rasmus Pedersen pour la Decathlon HDR qui fait finalement 4e devant Oded Kogut pour l'Israël Premier Tech. Je pensais que c'était Itamar Einhorn, mais c'était Kogut. Gaviria vient faire 6e. Aniolkowski pour la Cofidis vient prendre la 7e place et quelques petits points UCI qui pourraient se révéler précieux. Paul Effiet pour la Decathlon 8e. Lotzoé pour l'Arkea BNB Hotel 9e et Dries Van Gestel qui termine 10e. Beaucoup de coureurs pris dans la chute. Rui Oliveira, donc on l'a dit, Phil Bauhaus, mais il y avait aussi Luca Mozzato, il y avait Pierre Gautra, il y avait Daniel Maclay, il y avait Arne Marit, il y avait Simone Consoni, Paul Penouet, Max Walscheid ou encore Pavel Bittner. Donc voilà, de nombreux sprinteurs ont été éliminés par cette chute. C'est Simone Confoni qui a terminé l'étape en dernier, mais qui sera classé dans le même temps que tout le monde, puisque cette chute est intervenue dans le final. Il y a quelques coureurs toutefois qui avaient été léchés un petit peu auparavant. Celui qui a perdu véritablement le plus de temps, c'est Marn van Geloof, un coureur de la Soudal Quick-Step, un Belge qui termine à 1:31. A priori, pas d'abandon en tout cas. On verra si tout le monde repartira après cette grosse chute, notamment Rui Oliveira. Classement général, Paul Magnier leader avec 4 secondes d'avance sur Kanter et 6 sur Jordi Meeus. Mathis Lebert et Aurélien Paré-Peintre qui ont tous les deux pris 3 secondes de bonif, sont 4 et 5e. Paul Magnier, leader logique du classement du meilleur sprinter devant Max Kanter et Jordi Meeus. Il n'y avait pas de point pour la montagne aujourd'hui, donc pas de classement. Et puis Paul Magnier aussi leader du classement du meilleur jeune, puisqu'il n'a que 21 ans. Il devance Mathis Lebert et Rasmus Pedersen. Demain, nouvelle étape. Est-ce que Paul Magnier pourra aller la chercher aussi? Il y a une seule difficulté, mais elle n'est pas facile. 7 km 700 à 4,2% de moyenne, situé à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Et après cette ascension, ça ne redescend jamais. C'est tout plat ensuite, sur 30 km jusqu'à l'arrivée. Donc ça pourrait quand même éliminer quelques sprinteurs, mais certainement pas tous. On peut s'attendre à un sprint, on va dire, d'un peloton réduit peut-être de moitié, en fonction de la vitesse à laquelle sera grimpée cette unique difficulté de la journée. Et on verra si Paul Magnier sera capable, lui aussi, de la franchir et de, garder son maillot de leader et peut-être, pourquoi pas, aller chercher une 2e victoire. Ce qui fait que les enchaîner, ça paraît le scénario quand même le plus probable pour demain sur cette 2e étape du Tour du Guangxi. Salut à tous, salut à toutes.